Je m'appelle Thomas, et cette histoire me hante encore aujourd'hui. Elle s'est déroulée il y a 4 ans, quand j'avais 18 ans. J'habitais alors à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, et j'étais en terminale, au lycée Saint-Exupéry. C'était au début de la crise du Covid, en mars 2020, quand tout a commencé à basculer dans une ambiance étrange et surréaliste. Le gouvernement venait d'annoncer le premier confinement. Les cours passaient en distanciel, les rues se vidaient, et une atmosphère pesante s'installait dans la ville. Paradoxalement, alors que tout le monde était censé rester chez soi avec mes amis, on n'avait jamais autant traîné dehors. Il faut dire qu'à cet âge-là, l'interdit a quelque chose d'attractif. Et puis, les rues désertes de Lyon offraient un terrain de jeu fascinant pour quelqu'un comme moi, passionné d'exploration urbaine. Depuis mes 15 ans, j'ai toujours été attiré par les lieux abandonnés, les bâtiments désaffectés, les endroits réputés hantés. J'ai exploré l'ancien hôpital de l'Antiquaille, les traboules les plus secrètes de la Croix-Rousse, même les souterrains du Vieux Lyon. J'ai eu mon lot de frayeurs, des rencontres tendues avec des squatteurs. Une fois, un type m'a menacé avec un couteau dans l'ancien sanatorium de Sainte-Foy-lès-Lyon. Une autre fois, j'ai dû fuir des dealers dans les tunnels de la Croix-Rousse. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui allait se passer cette nuit-là. À l'époque, je commençais à sortir avec Marie, une fille de ma classe de philo. Elle était différente des autres, curieuse, aventureuse, pas du genre à suivre les règles à la lettre. On s'était rapprochés pendant les cours, en visio, et on avait commencé à se voir en secret, bravant les restrictions du confinement. Si elle n'avait pas été présente cette nuit-là, je crois que personne n'aurait jamais cru mon histoire. Même aujourd'hui, quand j'en parle à mes amis, ils pensent que j'exagère. Mais Marie est toujours là pour confirmer chaque détail. C'était début avril 2020. Le printemps était particulièrement doux cette année-là. J'ai proposé à Marie d'explorer le parc de la Tête d'Or en pleine nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, c'est le plus grand parc urbain de France. Un endroit magnifique de 117 hectares avec un lac, un zoo, des cerfs centenaires et des milliers d'arbres. En journée, c'est un lieu paisible où les familles se promènent. Mais la nuit, c'est différent. Le parc est normalement fermé de 22h30 à 6h du matin et la police municipale patrouille régulièrement pour dissuader les noctambules. Il y a eu plusieurs agressions violentes dans le secteur ces dernières années. En 2018, une joggeuse avait été attaquée près de la Roseraie et l'année d'avant, un étudiant s'était fait tabasser près du Vélodrome. La mairie avait même installé des caméras supplémentaires, mais ça n'empêchait pas les histoires étranges de circuler. Des rituels occultes près du monument aux morts, des rassemblements mystérieux autour du lac. Cette nuit-là, on arrive vers 3h du matin. Le silence est total, à part le bruissement léger des feuilles dans la brise nocturne. Les immenses platanes centenaires forment une voûte au-dessus de nos têtes, bloquant presque totalement la lumière de la lune. L'atmosphère est oppressante, comme si le parc était devenu un autre monde. Je préfère ne pas utiliser ma lampe torche, non seulement pour que nos yeux s'habituent à l'obscurité, mais aussi pour éviter d'attirer l'attention. Les nuits de confinement, la moindre lumière pouvait attirer les patrouilles de police. On suit l'allée principale pendant environ 15 à 20 minutes. Je connais bien le parc. J'y ai passé des centaines d'heures depuis mon enfance. Je sais qu'il existe un sentier peu connu qui serpente derrière la grande volière et qui permet de rejoindre l'entrée des Enfants du Rhône où j'ai garé ma voiture. Je propose à Marie de le prendre pour faire une boucle plutôt que de rebrousser chemin. C'est là que tout a basculé dans l'étrange.
À peine 2 minutes après avoir emprunté ce sentier, une mélodie de flûte commence à résonner dans l'obscurité. Ce n'était pas un son hasardeux ou amateur, c'était une vraie composition musicale, jouée avec maîtrise. Marie et moi nous figeons instantanément. Je sens sa main se crisper dans la mienne. Le son semblait provenir de l'allée principale, quelque part dans les bosquets qui nous séparaient du grand chemin. Impossible de localiser précisément la source. La mélodie semblait flotter dans l'air, comme si elle venait de partout et de nulle part à la fois. Elle devient de plus en plus forte, de plus en plus proche. Marie commence à trembler violemment. Je l'entends murmurer des prières, elle qui n'est même pas particulièrement croyante. Notre Père qui êtes aux cieux. Sa voix tremble. C'est à ce moment-là que je réalise vraiment la gravité de la situation. Je ne suis pas du genre à avoir peur facilement, mais là, mon instinct me hurle que quelque chose ne va pas. La musique devient encore plus étrange. Ce n'est plus une simple mélodie maintenant, mais quelque chose qui ressemble à un ancien air breton ou à une gverse, ces complaintes traditionnelles qu'on chantait autrefois pour raconter des histoires de morts et de spectres. Le son est si clair qu'on croirait que le musicien est juste à côté de nous. Pourtant, je ne vois absolument personne. Je serre la main de Marie et lui murmure qu'il faut qu'on parte. Pas le temps de réfléchir, on commence à courir le long du sentier. La flûte s'arrête brusquement, mais c'est pour laisser place à quelque chose de pire. À environ 10 mètres devant nous, on entend soudain un bruissement violent dans les fourrés. Des branches qui craquent, des feuilles qui s'agitent, et puis quelque chose traverse le sentier juste devant nous. Quelque chose de grand, de sombre. Je ne peux pas dire si c'était humain ou animal. Dans l'obscurité, impossible de distinguer une forme précise. Le plus perturbant, c'est qu'on n'a entendu aucun bruit de pas, aucun son de course. Juste ce passage éclair, comme si une ombre avait traversé notre chemin. Marie étouffe un cri. La panique nous submerge et on fait demi-tour en courant. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. On retourne à notre point de départ, près de l'allée principale. Et là, comme si cette chose nous attendait, la flûte recommence. Plus forte, plus claire, plus proche que jamais. La mélodie a changé. Ce n'est plus la même composition. Maintenant, ça ressemble à une sorte de ronde enfantine, mais jouée d'une manière déformée, comme une boîte à musique qu'on aurait ralentie. Le son nous enveloppe complètement. Impossible de savoir d'où il vient exactement. On est piégé. D'un côté, le sentier sombre où cette chose nous a croisés. De l'autre, l'allée principale d'où vient la musique. Je prends une décision rapide. Mieux vaut l'allée principale. Au moins, elle est plus large et il y a quelques lampadaires qui fonctionnent encore. On se met à courir comme des dératés. L'adrénaline nous donne des ailes. Le trajet qui nous avait pris 20 minutes à l'aller, on le fait en moins de 8 minutes. En chemin, on passe devant les toilettes publiques près du monument aux morts. Mon sang se glace quand je pense que quelqu'un pourrait s'y cacher. Ces toilettes sont connues dans le quartier. Il y a eu des histoires de dealers et de règlements de comptes à cet endroit. Enfin, on aperçoit les grilles de l'entrée des enfants du Rhône. Ma voiture est la seule garée là, exactement comme je l'avais laissée. On s'engouffre dedans et je démarre en trombe. Ce n'est qu'une fois, sur le quai Charles de Gaulle, que je commence à respirer normalement. Le lendemain, j'ai passé des heures sur Internet à chercher des histoires similaires. J'ai trouvé des témoignages sur des apparitions dans le parc, des rituels étranges, des sons inexpliqués. Certains parlent d'une secte qui se réunirait la nuit près du lac. D'autres évoquent les fantômes des soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le parc avait servi de cache d'armes pour la résistance. Mais une flûte jouant une mélodie aussi précise, rien. Les maisons les plus proches sont celles du boulevard Stalingrad, à plusieurs centaines de mètres. Et de toute façon, qui jouerait de la flûte à 3 heures du matin en plein confinement? J'ai même contacté un gardien du parc que je connais, Laurent, qui y travaille depuis 25 ans. Il m'a raconté que pendant les nuits de pleine lune, il entend parfois des sons étranges venant du côté de la grande île, mais rien qui ne ressemble à ce qu'on a entendu. 4 ans ont passé et je continue d'explorer des lieux abandonnés. J'ai visité les anciennes mines de Chécy, les souterrains de Caluire, même les bunkers oubliés du Mont Verdun. Mais je n'ai jamais rien vécu de comparable à cette nuit-là. Marie et moi ne sommes plus ensemble aujourd'hui, mais on en parle encore parfois quand on se croise. Elle non plus n'est jamais retournée dans le parc la nuit. Ce qui me perturbe le plus, ce n'est pas tant la peur que j'ai ressentie cette nuit-là. C'est l'impression que quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devrait pas exister dans notre monde rationnel, s'est manifesté à nous, comme si pendant quelques minutes, le voile qui sépare notre réalité quotidienne d'une autre dimension s'était déchiré. Aujourd'hui encore, quand je passe devant le parc de la Tête d'Or la nuit, je tends l'oreille. Parfois, quand le vent souffle dans les arbres centenaires, je crois entendre une mélodie lointaine, mais je ne m'arrête jamais pour vérifier. Certains mystères, peut-être, devraient y rester inexpliqués.